Bonjour à tous. Hello, hello. Bonjour. Ah bah déjà, les gens sont ponctuels, il y a déjà du monde. Déjà du monde. Bonjour, bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient là aussi pour notre webinaire d'hier aussi. Alors, je vais commencer en attendant que tout le monde arrive au fur et à mesure par rappeler ce qu'on fait un petit peu chez Modulo. Donc, on a créé avec Thibaut et Raphaël. Nous, notre objectif chez Modulo, c'est de booster l'employabilité des développeurs juniors. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un réseau, une communauté de dev juniors. C'est un réseau d'entraide pour faciliter l'accès au marché du travail pour les développeurs qui sortent tout juste d'école de code notamment. Et c'est un réseau dans lequel on va notamment pousser pas mal de thématiques, notamment tout ce qui tourne autour des sujets d'employabilité, forcément, et puis d'autres sujets un peu plus techniques. Donc, on est très sensible aux pratiques craft qu'on essaye en tout cas, c'est notre volonté, c'est de sensibiliser les développeurs juniors autour de tout ce qui est pratique craft. Et dans ce cadre-là, du coup, on organise toutes les semaines un ou plusieurs webinaires avec des experts qui viennent nous raconter un petit peu leur expérience, raconter comment ça se passe dans leur entreprise pour que les devs juniors puissent se familiariser avec le monde de l'entreprise et surtout, ce qui est très important, c'est de savoir ce qu'on attend d'eux en entreprise, notamment pour qu'ils puissent bien se vendre en entretien pour décrocher éventuellement leur premier job. Donc Arthur, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'accepter d'intervenir chez nous. Je Merci vais te beaucoup laisser, pour m'accueillir. euh, je vais te laisser te présenter l'entreprise dans laquelle tu es. Et puis, le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est comment se démarquer pour trouver son premier job, sachant que, en fait, comme il y a de plus en plus d'écoles de code et donc de plus en plus de développeurs juniors qui sont formés, la concurrence pardon, est de plus en plus rude, notamment avec le niveau aussi, les exigences pardon, des entreprises qui sont de plus en plus élevées. Donc, tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Je te laisse la parole. Super. Alors, merci beaucoup, Claire, de m'accueillir aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Tu me confirmeras que tu vois mon écran, ma présentation. C'est bon pour toi? Ouais, Ouais, c'est bon. super. Oui, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Arthur Thévenet, comme vous l'avez entendu. Je suis Senior Engineering Manager chez Dashlane. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment se démarquer en tant que développeur junior. Je vais vous parler un peu de mon expérience en tant qu'ingénieur. Je vais vous parler aussi un petit peu de ce qu'on fait à Dashlane, de comment est-ce qu'on recrute et de comment est-ce que vous pouvez tirer un peu votre épingle du jeu en connaissance du process, de ce qui se passe un peu dans une boîte telle que la nôtre. On va donc faire une plongée un peu dans les méthodes de recrutement d'une scale-up. On va voir un peu ce qu'il faut faire avant les entretiens, pendant et puis après ces entretiens. Tout d'abord, un avertissement. Je fais beaucoup de franglais. Je suis désolé. J'ai passé un peu de temps en Irlande. On bosse en anglais à Dashlane. Donc, il y aura beaucoup de franglais dans cette présentation. Et donc, il y aura a lot of généralités qui seront aussi applicables à beaucoup de choses, à beaucoup d'autres industries finalement. Ce dont les recommandations que je vais vous donner ne sont pas uniquement pour un rôle de junior, mais c'est aussi en fait quand vous postulez à n'importe quelle offre, je pense que ça peut s'appliquer, même si en effet, on va avoir un peu des choses spécifiques pour les juniors. Parlons un peu de moi. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2010. Carrière, c'est un bien grand mot. J'ai commencé en tant que freelance pendant mes études. J'ai fait un master en génie logiciel à l'université Clermont-Ferrand. Et donc, pendant mes études, pour pouvoir payer un petit peu mon loyer, j'ai commencé à faire un peu de freelance. J'avais commencé à faire du dev quand j'avais 14-15 ans avec ma PSP à l'époque, ma PlayStation portable, en codant un peu, en faisant du Lua. Le Lua, c'était le langage qui permettait en fait, de faire des petits jeux, de coder des petits jeux sur la PSP. Et j'ai dû faire
un tic-tac-toe ou un Tetris, je crois. Rien de bien glorieux, mais c'est vraiment ce qui m'avait mis le pied à l'étrier finalement dans ce domaine-là. En 2014, j'ai trouvé un stage dans une startup locale qui s'appelle Cofreo, qui s'appelle toujours le Cofreo d'ailleurs, qui est le spécialiste de la digitalisation des contrats de travail et des fiches de salaire pour l'intérim. Les entreprises, c'est Randstad, Adecco, etc. Donc, un domaine de stockage de données avec des fortes montées en charge, forte audience, bien évidemment, le 31 du mois ou la fin du mois, quand tout le monde allait voir sa fiche de paye. Donc, c'est assez intéressant d'un point de vue-là. J'ai travaillé à la fois sur du back-end, à l'époque du PHP et Symfony, mais aussi un peu de front, JavaScript. J'ai commencé en tant que stagiaire et puis je suis devenu back-end ingénieur finalement en CDI au fur et à mesure. Et PHP, ouais. Pas de souci, vas-y. Ouais. PHP Symfony, c'est des langages que tu avais appris dans ton master. Tu avais appris d'autres langages ou Alors, pas du tout. La spécificité des langages, enfin des masters, malheureusement en français, en tout cas à l'époque, c'était qu'on faisait que du Java. Donc, c'était en 2013-2014. Il y avait beaucoup de Java, très peu de PHP. Par contre, j'avais eu l'occasion de faire du freelance. Et là, j'avais eu l'occasion finalement de faire du Magento, à l'époque, une solution de e-commerce en ligne, et du PHP. Et j'avais commencé finalement à faire des tutos sur l'ancêtre d'Open Classroom. Oui, tu n'avais pas eu trop de difficultés à switcher d'un langage à un autre finalement. Finalement, non. J'ai eu aussi un coach, un mentor qui a pu m'aider là-dessus. C'est ce que je conseille finalement à chaque junior aujourd'hui, c'est de trouver quelqu'un qui va pouvoir les coacher, les mentorer au fur et à mesure. Là, c'était un ami, moi, qui avait déjà fait ça pendant 4-5 ans avant, et à qui j'avais pu poser des questions, qui a pu m'aider à grandir finalement sur cette stack-là, sur cet engagement. Ok. Je continue un petit peu. Donc en 2016, j'ai émigré à Dublin, en Irlande. J'ai trouvé un job au sein de l'entreprise Smartbox. Vous connaissez sûrement Smartbox, vous avez peut-être déjà une Smartbox chez vous pour Noël, pour votre anniversaire. Vous en avez peut-être une d'ailleurs dans votre tiroir qui a peut-être 2 ans, qui est en train d'expirer bientôt. Faites attention à ça. J'ai rejoint l'équipe d'intégration. L'équipe d'intégration s'occupait de l'intégration entre le front e-commerce, qui était un Magento lui aussi, et la logistique. Donc l'envoi de la boîte quand vous l'achetez en ligne, par exemple. C'était un back-end qui a été construit en Symfony aussi, en PHP, avec aussi beaucoup de charges. Encore une fois, Noël, le 24 décembre, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter un dernier cadeau. Donc on se retrouve avec des millions d'utilisateurs qui essayent d'acheter leur Smartbox. C'est intéressant comme expérience puisque ça m'a permis un peu de comprendre ce que ça veut dire, justement, de maintenir un système à jour qui tient la charge et qui ne va pas se casser la figure tellement le 24 soirs, parce que là, c'est des millions d'euros qui vont être perdus. J'ai enchaîné en 2007 avec un rôle de manager. Je voulais avoir un impact un peu différent. Donc, j'ai commencé à manager l'équipe d'intégration dans laquelle j'étais rentré auparavant. Et au fur et à mesure, on a commencé un nouveau projet qui de développement d'applications mobiles. Smartbox voulait être une compagnie digitale native, digitale. Pour autant, on n'avait aucune application mobile. Donc, on a construit une équipe au Portugal dans ce sens-là. Voilà. Et depuis 2020, je suis de retour en France. Je travaille maintenant depuis Dashlane en tant qu'engineer manager. Je vous parle un peu plus de Dashlane avant de parler un peu de ce que je fais aujourd'hui dans l'entreprise. Dashlane a été créée en 2009 à Paris. C'est une startup française. Et aujourd'hui, elle est éditrice d'une solution de gestion de mots de passe en ligne et sur mobile, qui est utilisée par plus de 15 millions de personnes à travers le monde, principalement en Europe et aux US, mais aussi par des milliers d'entreprises. C'est une entreprise qui a beaucoup grandi durant les deux dernières années. Quand j'ai commencé, moi, en août 2020, ils étaient à l'époque 200 personnes. On est 350 aujourd'hui dans toute l'Europe et aux US. Je dis dans toute l'Europe, on a des bureaux à Paris, à New York et à Lisbonne, mais en fait, aujourd'hui, Dashlane a vraiment pris le pied du remote. C'est une boîte qui n'est pas du tout remote,
qui même étaient un peu contre le télétravail. Et à l'inverse, aujourd'hui, je pense que 50% des gens, des employés, sont totalement remote. 70% des gens qu'on embauche sont remote. Donc, on va vers de plus en plus de télétravail. La mission de l'entreprise, aujourd'hui, c'est de rendre la sécurité simple pour des millions d'entreprises et d'individus. Donc, on va aller même au-delà, finalement, du person manager. On va essayer d'impacter la sécurité pour tous. C'est vraiment l'ambition de l'entreprise dans les 2 prochaines années. C'est un peu de se sortir de cette bulle du person manager, dans laquelle il y a beaucoup de concurrence. Vous pouvez peut-être connaître OnePassword ou LastPass, mais aller vers un spectre un peu plus grand de la sécurité en ligne. Je vous propose aujourd'hui de tester gratuitement Dashlane d'ailleurs, si ça vous intéresse, avec ce code promo module tech que vous pouvez récupérer ou utiliser sur dashlane.com/redeem et qui vous donne droit à 6 mois gratuits de premium Dashlane. C'est toujours intéressant, ça permet de tester, peut-être d'améliorer votre sécurité en ligne aussi. Et bien sûr, nous recrutons sur dashlane.com/about/careers. Aujourd'hui, on recrute beaucoup, surtout des seniors, mais on a aussi 2 offres, je crois, qui arrivent cette semaine pour des rôles de junior en développement iOS et Android. Trop cool, merci. Et petite question, du coup, pour Dashlane, moi, je n'utilise pas du tout encore ce genre d'outil. Est-ce que c'est beaucoup utilisé dans les sociétés? Est-ce que les particuliers l'utilisent beaucoup? Ouais. C'est une entreprise qui a commencé vraiment dans le B2C, donc avec les particuliers. On a vu au fur et à mesure finalement que l'entreprise grandissait, qu'à un moment donné, c'est compliqué de targeter, d'atteindre une cible grand public. Je pense que ma famille, mes amis n'ont pas nécessairement besoin ou l'envie de payer pour Dashlane. Par contre, une entreprise, quelle qu'elle soit, va avoir de plus en plus besoin de sécuriser ses accès. On a vu aujourd'hui avec les lois, l'RGPD, les lois sur la privacy aux US, à chaque fois qu'il y a un leak de données, une fuite de données, elle risque une amende énorme. Donc aujourd'hui, elles prennent conscience de ces besoins-là. Et donc, on s'adresse de plus en plus finalement aux entreprises. Donc, on a un peu finalement shifté, fait changer notre cible initiale. Ok, mais le but, si j'ai bien compris, c'est que tu regroupes en un seul endroit l'ensemble des comptes enfin, l'ensemble des sites ou des applis où tu as des mots de passe. Et en gros, tu utilises un seul mot de passe pour tout? Tout à fait. On va sécuriser tous tes mots de passe à travers tous tes appareils, mobiles ou ordinateurs, avec un seul mot de passe. Cette clé, on va l'appeler la clé, va encrypter finalement tous tes mots de passe. Ils vont être sauvegardés sur le cloud et tu vas pouvoir récupérer tes mots de passe sur n'importe quel device. On va aussi permettre de autofill, donc auto-remplir finalement sur le net, quand tu vas aller te connecter à Twitter, par exemple, ou à impôts.gouv.fr, comme c'est en ce moment. On va pouvoir te auto-remplir les champs de tes logins. Ouais, c'est un peu plus safe que d'avoir le même. C'est beaucoup plus safe que d'avoir sur ton carnet, c'est ça, le nom de tes enfants, de ton chien, et qu'on réutilise partout. Tout à fait. Okay. On va aussi te permettre, grâce à Dashlane, de surveiller tes mots de passe. Surveiller ce qu'on appelle le dark web monitoring. De surveiller si un de tes mots de passe ou un de tes comptes leak ou fuite en ligne. Okay. Et ça va permettre aussi de remédier à ces problèmes-là si ton mot de passe est dupliqué ou fuite. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas mieux que le post-it sur l'écran. Il n'y a pas mieux. S'il y a un peu mieux, voilà. Il y a un peu mieux et j'encourage tous à enlever ces post-it et les brûler tout de suite. C'est vraiment le pire. Le pire. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Hein, la plupart des fuites de données, c'est des fuites de données sociales. C'est des gens qui ont donné leur mot de passe, soit parce qu'ils ont été fichés online, ils ont cliqué sur un lien envoyé par leur mail, ils ont rentré leur mot de passe qu'ils pensaient sécure. Ce n'est pas le cas. C'est la revente de données. Si vous avez utilisé le même mot de passe sur Facebook et sur je ne sais quel site qui a fuité, potentiellement vous volez votre accès à Facebook, etc. Donc c'est vraiment au cœur aujourd'hui des menaces dans le monde de l'entreprise.
vais vous décrire un peu ce que je fais aujourd'hui à Dashlane. Donc aujourd'hui, je suis senior manager. Mes missions aujourd'hui, c'est d'encadrer et de coacher des managers, des équipes, qui vont vraiment se focus sur l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle le delight. Donc c'est vous et moi sur comment on utilise ce service et améliorer finalement l'expérience utilisateur. Mon but, mes missions, c'est aussi d'améliorer la qualité de ce qu'on produit et la vélocité. Produire mieux et plus rapidement. C'est de promouvoir l'innovation technique au sein de mes équipes, au sein de l'entreprise, pour trouver des leviers, des nouveaux produits, des nouvelles features, etc. C'est de faire grandir mes équipes dans leur carrière, de les faire évoluer, de junior, mid-level à senior, etc. Mais c'est aussi de faire le lien entre l'exécutif, les équipes d'ingénieurs et le business pour mieux comprendre les besoins de chacun, les enjeux, les problèmes, et ainsi de faire évoluer l'organisation, nos process. Enfin, et sûrement la partie la plus importante de mon travail depuis 2 ans, c'est de recruter et de faire grandir les équipes. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler de ça. En 2021, j'ai embauché 20 personnes. En 2022, c'est 30 personnes qu'on va devoir embaucher. Donc vraiment une croissance assez forte, avec une volonté vraiment de diversifier, de diversifier nos équipes dans leur background, dans leurs origines, dans ce qu'elles peuvent amener aussi au jour le jour. Voilà. Maintenant, je vous ai présenté un peu ce que Dashlane fait, ce que moi je fais. On va essayer de plonger un peu de ce que ça veut dire le recrutement dans une scale-up telle que Dashlane. Tout d'abord, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'on va recruter des juniors. Quel est l'intérêt pour une boîte comme Dashlane d'embaucher des juniors plutôt que des seniors? Tout d'abord, c'est d'augmenter la capacité d'une équipe, pouvoir aller plus vite, plus rapidement, mieux peut-être, et délivrer plus facilement. Mais là, à ce compte-là, on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on n'embauche pas des seniors? Évidemment, il y a une question de coût. Une question de coût d'embauche, de salaire. On va sûrement payer un junior 2 fois moins cher peut-être qu'un senior. C'est aussi une question de diversité, de pouvoir apporter des profils divers. Il y a peut-être des gens parmi l'audience qui ont fait un bootcamp, une reconversion. Pouvoir faire venir quelqu'un, embaucher des gens qui ont 20 ans de boîte d'expérience avant, même donc qui sont finalement seniors dans leur expérience, mais qui sont juniors en dev, on va apporter quelque chose d'autre. On va apporter des skills qu'on ne va pas trouver finalement en sortie d'école d'ingénieur ou en sortie de master. On va aussi faire un pari sur l'avenir. C'est un petit pari. C'est un pari qui coûte pas très cher parce que le pari qu'on fait, c'est se dire qu'un junior va rester plus longtemps qu'un senior. Qu'un junior va finalement construire sa carrière au sein de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on se dit aussi qu'en fait, un senior, en général, il part au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui font du job hopping, qui vont sauter d'un job à l'autre. Un junior, c'est sûrement moins le cas. C'est aussi l'opportunité de faire grandir d'autres ingénieurs dans leur méthode de coaching, leur méthode de mentoring, et la faire grandir aussi dans leur carrière en eux-mêmes. Parce qu'on va embaucher des juniors. Le profil qu'on va rechercher pour les juniors, ce sera des gens qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience. On va inclure les stages dans ces 0 à 2 ans. Il y a encore beaucoup de boîtes aujourd'hui qui cherchent exclusivement des gens qui sortent d'école d'ingénieur, même qui se focus sur une seule école centrale, etc. Ce n'est pas du tout le cas chez Dashlane. Je pense que c'est moins le cas, c'est moins possible d'ailleurs, au vu des besoins. On va aussi embaucher en sortie de bootcamp ou même des gens qui sont autodidactes. Typiquement à Dashlane, on ne va pas regarder l'expérience d'éducation. C'est quelque chose qu'on va totalement mettre de côté. Que vous sortiez de centrale ou que vous soyez autodidacte ou que vous ayez fait un CAP bouché. Ce qui a compté, c'est votre expérience passée et ce que vous présentez. On va embaucher les gens en CDI, le junior en CDI, en alternance, mais aussi en VIE. C'est peut-être cette possibilité d'embaucher des gens avec un contrat à l'étranger, mais pour une entreprise française. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à Dashlane. On va parfois chercher des profils pointus. C'est un peu moins le cas pour des juniors. Je peux penser par exemple à des machine learning engineers ou release engineers. C'est souvent le cas plutôt pour les seniors.
mais on va surtout embaucher en fait des profils plutôt classiques et génériques, full stack. Typiquement aujourd'hui, les technologies qui sont plutôt en vogue, on va dire, React, Node, JavaScript et TypeScript. Peut-être un peu moins maintenant PHP et Symfony, même si je pense qu'en France, dans l'écosystème, ça reste très fort. Vous êtes sur plusieurs langages chez Dashlane? Aujourd'hui, on se focus plutôt sur JavaScript et TypeScript, que ce Ok. soit sur le front et sur le back. On a aussi des applications mobiles, Android et iOS, où là, on sera en langage natif, Swift et Kotlin. Ok, parce que je voyais Go ou PHP, et ça, c'est juste que tu recrutes des gens qui sont en Go et PHP ou Ouais, c'est... ouais, tout à fait. On va pas forcément faire de distinction aujourd'hui, principalement d'ailleurs sur le back, que quelqu'un ait fait du Go, du PHP, s'habituer à faire du Node, ça ne sera pas forcément, ça sera pas une barrière. Ouais, D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que de plus en plus d'entreprises se rendent compte que mettre une barrière de langage technique, hein, est contre-productif. Et finalement, un ingénieur va pouvoir apprendre en 2 à 3 mois à faire du Node, du TypeScript en venant de PHP ou en venant de Go. Parlons justement des compétences techniques et des technos qu'on recherche le plus aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de Dashlane, mais je pense que c'est applicable en fait à beaucoup d'autres entreprises aujourd'hui. Typiquement aujourd'hui, on va chercher du JavaScript, du TypeScript et un framework front-end. Encore une fois, que vous ayez fait du React, de l'Angular ou du Vue.js, on pense qu'on va pouvoir vous former rapidement. On n'a pas besoin d'avoir d'experts. On va aussi chercher des gens qui connaissent HTML et CSS. Ça paraît basique, ça paraît simple, mais trop souvent encore aujourd'hui, on met de côté HTML CSS. CSS est un langage compliqué à maîtriser. Donc, on va aussi tester ce genre d'expertise. On va aussi chercher des compétences et des connaissances dans la définition d'API REST ou GraphQL et des compétences en algorithmie. Bien souvent, les entretiens que vous allez passer dans le genre d'entreprise tel que Dashlane ou n'importe quelle licorne française, on va vous faire un test d'algorithmie. On ne va pas vous demander d'être un crack en maths, comprendre toutes les complexités d'algorithmie, non, mais au moins une des bases. De plus en plus, savoir faire des tests unitaires, fonctionnels, end-to-end même, va être très important. On voit que dans plus la QA existe de moins en moins, donc les gens qui font que des tests, de plus en plus les ingénieurs on demande aux ingénieurs de faire des tests non pas qu'unitaires ou fonctionnels, mais des tests d'automation. Et ça va être vraiment un critère important aujourd'hui pour se démarquer. Il y a 10 ans, je pense que Git n'aurait pas forcément fait partie de sa liste des plus importants. Ça va être un very nice to have. Je pense qu'aujourd'hui, un ingénieur, quel qu'il soit, doit connaître Git, doit savoir l'utiliser. C'est un outil qui paraît simple, mais bien utilisé, bien maîtrisé, ça fait toute la différence. Et enfin, bien entendu, base de données relationnelle, MySQL ou NoSQL. Je pense que dans n'importe quel job aujourd'hui, ce sera important. Je vais parler des skills importants, des techniques, des compétences importantes. Les very nice to have, aujourd'hui, sont souvent l'anglais. N'importe quel scale-up, licorne aujourd'hui, va vous demander un bon niveau d'anglais. Pas juste écrit, malheureusement, mais aussi parlé et lu. C'est une compétence difficile à acquérir, qui a souvent besoin de temps, ou des fois d'argent aussi, parce que ça veut dire prendre des cours ou partir à l'étranger. Malheureusement, c'est aujourd'hui nécessaire d'avoir ce niveau-là, et c'est très souvent testé en entretien. Avoir des expériences avec la méthode agile, que ce soit l'expérience de projet perso ou projet pro, toujours aussi un bon point, connaissance de Scrum ou de Jira. Je vais passer rapidement après sur la gestion de projet, sur Docker, sur l'approche DevOps. D'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de DevOps dans le front-end. Donc, c'est des choses qui arrivent de plus en plus sur la CI/CD, sur le déploiement sur AWS, etc. Ces compétences-là, ces skills-là vont permettre justement de vous démarquer. Bien sûr, ce n'est pas tous les skills qu'il faut avoir, c'est un ou deux, c'est pour ça que ça peut permettre de ressortir du lot. Une connaissance des design patterns.
et d'architecture va aussi permettre de montrer un peu d'autonomie, de montrer aussi que, en tant que junior ingénieur, d'aller plus loin. Il y a une vision plus globale finalement du rôle d'ingénieur. Voilà un peu pour moi ce qu'aujourd'hui on va rechercher absolument, le côté plus important, le côté nice to have chez l'ingénieur ingénieur. C'est marrant, moi, quand je vois toute cette liste, je pense que ça peut un peu effrayer les développeurs juniors. Surtout que moi, enfin, en tout cas, je vais parler juste pour moi, mais moi, en bootcamp, j'ai pas du tout vu les tests, par exemple, les tests unitaires. Git, franchement, voilà, vraiment la base de la base. Mais en fait, on sait bien que c'est beaucoup plus large que ce qu'on voit en école. Et c'est pareil, après, tout ce qui est gestion de projet, et en fait, même agile, c'est difficile, tu vois, de comprendre ce que c'est agile quand tu es en école de code et que tu as été focus juste sur la maîtrise d'un langage. Tu vois pas trop comment ça se passe, la gestion de projet, à moins d'avoir travaillé sur un projet fictif où là, l'école avait prévu d'employer quelques méthodes agiles. Mais, et c'est pareil, Docker, tout ça, même tout ce qui est CI/CD, design pattern, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas en école de code. Et donc, c'est ça que moi, je trouve que c'est important. Et c'est un peu ce que je dis, en tout cas, c'est ce que j'essaie de dire aux développeurs juniors, c'est déjà priorité numéro un. Enfin, en tout cas, tu me dis si j'ai tort, Arthur, mais priorité numéro un, c'est quand même la maîtrise du langage. Tu vois, dans ta liste, pour moi, ça serait JavaScript, TypeScript et un framework. Ça, c'est vraiment indispensable, sinon tu rentres pas en entreprise. Après, tout le reste, et HTML, CSS. Et c'est bien de rappeler que CSS, c'est difficile, parce que très souvent, comme on commence par là pour coder, les gens se disent, ouais, c'est le niveau 1, et puis voilà, je sais faire 2-3 trucs. Mais effectivement, je pense qu'on gagne quand même beaucoup de temps à bien le maîtriser, plutôt que galérer à chaque fois à faire son CSS. Donc ça, c'est un peu la base. Après, tout ce dont tu parles après, pour moi, c'est des choses il faut quand même s'y pencher. Tu vois, typiquement, quand tu recherches un emploi, quand tu sors d'école de code et que tu recherches un emploi, faire quelques heures d'exercice d'algo par jour, ça me semble être une bonne idée. Et notamment parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent sur la base de petits exercices d'algo. Et l'algo, je pense que plus tu t'entraînes et plus ça devient facile et tu as compris la logique et ça devient plus insurmontable. Clairement. Voilà, et après, mais je pense qu'il ne faut pas que les développeurs juniors aient peur de cette montagne de choses à savoir, tu vois, typiquement tout ce qui concerne les patterns, l'archi et tout, etc. Mais au moins avoir la curiosité d'aller voir dans les grandes lignes de quoi il en retourne, de manière à pouvoir quand même en parler en entretien et de dire aussi en entretien, je ne maîtrise pas complètement ce sujet-là, mais je sais que je ne sais pas et je vais apprendre aussi. Tout à fait. Et la liste que je vous donne ici, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas. C'est pas des checkbox qu'il faut faire. Je pense que tu as raison de mentionner que les 3 premiers points, connaissance du langage, un framework, HTML, CSS, c'est vraiment ce qui va permettre d'aller plus loin, d'aller de décrocher finalement l'entretien et une offre à la fin. Et c'est des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure. On va apprendre, il faut avoir connaissance de Docker. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait? Il faut avoir connaissance d'approche DevOps, juste une idée globale. Connaissance des méthodes agiles, forcément l'avoir essayé sur un projet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement on peut lancer des petits projets avec un Docker, essayer de appliquer un peu de méthode agile dessus pour aller plus loin et s'essayer à faire des tests. C'est des choses qui vont être approfondies en entreprise, en stage, en alternance. Malheureusement, aujourd'hui, que ce soit un master en informatique ou un bootcamp, aucun de ces formations-là ne nous apprennent à faire ça. Ouais. Et je pense que c'est important, hein, parce que je voyais dans le chat beaucoup de personnes qui disaient que c'était effrayant. Mais je pense que, et justement, dans toutes les offres de postes qui sont diffusées, il y a souvent des grandes listes comme ça d'outils à maîtriser, de langages à maîtriser. Et il faut savoir faire le tri entre ce qui est indispensable, la priorité, et après ce dont on doit quand même être familier, on doit s'être renseigné. C'est difficile d'arriver en entretien et de ne pas savoir du tout ce que c'est que Docker ou ce que c'est que l'architecture. Même si ça n'a pas été vu en école de code, pour moi, il faut faire la démarche d'aller se renseigner tout seul et d'en avoir un peu connaissance. Tout à fait. D'ailleurs, je ferai attention à une offre d'emploi où il y a trop de techno. C'est un peu un red flag pour moi de voir
quand il y a 15 technos dans une offre d'emploi, c'est peut-être que la personne qui recherche est un peu un mouton à 5 pattes et c'est pas forcément le job que je chercherai à avoir. Mm. Je voulais vous parler un petit peu du processus de recrutement aussi. Comment est-ce qu'on en vient à faire justement cette liste de compétences techniques qu'on cherche? Qu'est-ce qui nous amène, en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe de recrutement, à penser qu'on a besoin de toutes ces technos? Parce que d'abord, ça vient d'un besoin. Je pense que ce processus-là est peut-être un peu spécifique d'Ashlane, mais je pense que toutes les boîtes utilisent quelque chose d'assez similaire. À se poser quel est le besoin, quelle est l'urgence et pour quelle équipe. De ça, ça va découler une équipe de recrutement. Ce qu'on appelle un hiring manager, un manager recruteur, qui va leader ce recrutement. On va se poser après la question de quel est le budget. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on a assez de budget pour embaucher un senior? Est-ce qu'on cherche un junior au vu des besoins de l'équipe ou de l'urgence? De ça va découler une ligne de budget, souvent chez Excel, malheureusement. On va voir après quelles sont nos attentes. Les attentes de poste, de seniorité, de skills, mais aussi comment est-ce qu'on va être attractif en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qui va attirer des gens à postuler à notre offre. De là va découler une description de poste. Et enfin, on va définir comment est-ce qu'on sélectionne les candidats. Quel va être le processus de recrutement. Je vous en parlerai un peu plus tard. Comment est-ce que le processus de recrutement est défini. Finalement, on va créer un pipeline dans nos outils tels que Greenhouse, je vous montrerai un peu plus tard, et après duquel on va publier une description de poste. On va publier sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur le site de carrière de l'entreprise. On va après lancer ce qu'on appelle le sourcing, en général sur LinkedIn. Nos recruteurs en interne vont pouvoir aller sourcer des profils spécifiques. Et on va après contacter aussi des agences de recrutement. Les agences de recrutement sont souvent peu appelées pour un junior. Pour un junior, c'est plutôt pour des rôles seniors, même si aujourd'hui, on fait quand même appel à des agences de recrutement pour tout type de profil. Je vais parler du processus du plan d'entretien. Voilà à quoi ça ressemble un plan d'entretien. C'est une définition finalement du pipeline, du tunnel dans lequel chaque candidat va passer pour se faire embaucher. Celui d'Ashlane, c'est l'exemple typique de celui d'Ashlane. Il est assez long. Il va assez loin aussi dans ce qu'on attend, nos attentes. Vous voyez ici qu'il y a 5 étapes, finalement, dans lesquelles le candidat est impliqué. Un recruteur screen, qui va être vraiment un recruteur screen assez léger, en général. On va parler un peu des bases, des attentes du candidat. Un hiring manager screen, dans lequel on va plutôt aller beaucoup plus profondément dans l'expertise technique, dans l'expérience, dans l'ambition aussi du candidat, pour après enchaîner sur des tests techniques. Alors, pour le problem solving, c'est typiquement un test d'algorithmie. Et ensuite, un test de deep tech, qui va plutôt tester la connaissance JavaScript ou n'importe quel autre langage qu'on va tester. Enfin, dans un dernier temps, on va faire un hiring manager 2. Excusez-moi pour le franglais, encore une fois. Hiring manager 2, dans lequel on va plutôt répondre aux questions du candidat, voir un peu aussi ses attentes salariales, etc. Et on va finir par des références checks, donc appelées des références que le candidat nous a données. À la fin de tout ça, voilà ce que nous, en tant que recruteurs, on voit. Une fois qu'on a posté notre job description, notre descriptif de poste en ligne, voilà ce que, quand on candidate à un poste, voilà ce que va retrouver l'intervieweur. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en fait, c'est assez basique. Et surtout, en fait, un intervieweur va en voir peut-être 20 ou 25 par jour. Si les intervieweurs passent 2 à 3 minutes par jour sur chacun des profils, c'est, je pense, que le bout du monde. En général, c'est 30 secondes, 1 minute. Donc, autant mettre le plus d'informations possible, que ce soit le plus visible possible, lisible possible pour ces gens qui vont recruter. Typiquement, dans cet exemple-là, on a une section « Pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre Dashlane ?» Ici, si vous voulez optimiser vos chances d'aller plus loin, il faut essayer de personnaliser un petit peu le message, ne pas être trop long. On ne demande pas
On ne demande pas de cover letter, on ne demande pas de lettre de motivation. Non, non. C'est plutôt juste un message un peu personnalisé sur pourquoi. On va vous demander aussi vos réseaux sociaux, LinkedIn, GitHub, vos sites, etc. Et ensuite, votre CV. Je ne vais pas m'appesantir sur le CV. Je pense qu'il y a beaucoup plus de ressources en ligne sur comment faire un bon CV. Mais clairement, aujourd'hui, un CV qui est lisible, clair, et surtout qui reprend vos expériences, même passées, si vous êtes en reconversion, c'est super important. Ça montre aussi que vous avez une expérience passée, que vous allez pouvoir apporter autre chose par rapport à notre développeur web junior. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on voit en tant que recruteur. C'est une liste de 15 ou 20 candidats. Et à la fin, c'est des noms. Donc, il faut pouvoir stand out, il faut pouvoir sortir du lot quand on applique un rôle. Je m'arrête là 5 minutes, enfin 2 minutes, je sais pas si c'est des questions. Je vais vous parler un peu de comment est-ce que du coup on rentre dans ce tunnel. Comment est-ce qu'on se fait accepter là? Parce que c'est sûrement là où c'est plus compliqué. Il y a un commentaire dans ce sens-là. C'est comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après? Bah ouais, mais en fait, c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. Si tu reçois énormément de candidatures, ouais. où les candidats, grosso modo, ils t'indiquent qu'ils maîtrisent ta stack, voilà, ils ont des expériences, alors pas forcément dev pour les profils reconvertis, mais voilà, ils ont quand même un parcours d'expérience significatif. Qu'est-ce qui fait que tu passes à l'étape d'après, quoi? Enfin, comment ton recruteur, en 30 secondes, il te dit oui ou non, quoi? Ouais. C'est un peu triste à dire, mais c'est un peu comme Tinder, finalement. Il faut créer son profil. Il faut pouvoir se montrer et être attrayant, finalement, dans le profil qu'on crée, qu'on va envoyer à l'employeur, au recruteur. Ça passe d'abord par un profil LinkedIn. C'est bête à dire aujourd'hui, je pense que tout le monde a un LinkedIn ici. Clairement, avoir une photo, la liste complète de ses expériences en français et en anglais. Si demain vous avez postulé chez Doctolib, chez Alan, chez Swile, clairement, il faut un profil en anglais qui décrit correctement ce que vous faites, ce que vous avez fait, qui va souligner vos succès, vos projets. Deuxièmement, c'est bien que tu le rappelles parce que franchement, LinkedIn, pas tous les développeurs, pas tous les développeurs sont dessus du tout, hein. Je pense que 25% des gens qui m'envoient un CV aujourd'hui n'ont pas de LinkedIn, n'ont pas un LinkedIn à jour. Oui, ouais, non, mais c'est surtout que très souvent les développeurs, c'est pas tellement leur cam entre guillemets, hein, de s'afficher sur LinkedIn et de réseauter et de mettre en avant leur profil et de se présenter. C'est tout à fait ça. Il faut pouvoir se présenter, réseauter. Tu as raison, il faut pouvoir montrer qu'on est présent sur LinkedIn. Je vous passerai le côté CV sobre, clair et en anglais. Alors, je vois un commentaire faire un CV d'une seule page. Je suis pas d'accord. Moi, s'il y a plusieurs pages, je pense que ça va. Il y a des profils qui nécessitent plusieurs pages. Il faut juste faire en sorte que ce qui est le plus important soit highlighté, soit souligné. Il y a par contre un LinkedIn fourni. Bien souvent, un recruteur, il ne regarde pas un CV, il va regarder un LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est formaté de la même façon pour tout le monde. Donc, quand tu vois 25 CV par jour, autant aller voir 25 LinkedIn. Dans les nice to have, pour ressortir de l'eau, un compte GitHub avec des projets perso ou d'études. C'est toujours intéressant. Alors, il ne faut pas qu'il y ait que des forks. Idéalement, il faut pouvoir highlighter, souligner les projets que vous avez faits. Des contributions open source. Vous rappeler, pardon, excuse-moi, les forks, ce que c'est? Oui, c'est copier finalement un repository, un projet GitHub, l'importer dans son espace personnel. Donc, vous allez pouvoir toucher au code, faire n'importe quel commit, n'importe quel merge request, sans que les contributeurs, sans que les maintaineurs du projet initial ne soient impliqués. Seulement, c'est une copie d'un projet. Ouais, c'est une copie que tu as un peu bidouillée ou pas forcément? Peut-être, mais tu peux avoir bidouillé si besoin. Mais s'il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à ce que le projet avant
amener à beaucoup de sens. Si c'est juste corriger un bug, il vaut mieux avoir une contribution open source pour faire contribuer directement au projet. Et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est de pouvoir contribuer à des projets open source. Il y a durant, par exemple, à Noël, il y a le Advent Calendar où on peut contribuer tous les jours en faisant une petite PR sur un projet open source, sur une librairie. Ça permet d'apprendre, mais aussi de se rendre plus visible au sujet de la communauté. Il y a un commentaire, il y a une question sur est-ce qu'il y a intérêt à faire un portfolio versus LinkedIn plus GitHub. Si le GitHub et LinkedIn est finalement suffisamment bien fourni avec des liens, des images, je pense qu'un portfolio ne sert pas à grand-chose. Pour autant, montrer les projets, c'est super important, quels qu'ils soient. Montrer ces projets d'études. J'ai l'exemple, par exemple, d'un candidat qui m'a montré son projet qui était de faire un Airbnb de la machine à laver. En gros, tu peux louer ta machine à laver et quelqu'un, comme beaucoup de gens sur Paris ou sur New York n'ont pas de machine à laver, peut venir mettre ton linge, faire une lessive et repartir. Ça va coûter 3 euros. La plateforme a pris 1 euro. C'est un projet qui n'a jamais vu le jour, je crois, ou si c'est le cas, bravo à lui. Mais il a pu me montrer ce qu'il avait fait, ce qu'il a mis en place, les réflexions, l'architecture, la technique. C'est un peu brinque-ballant, mais honnêtement, ça a amené beaucoup plus de force qu'un stage ou même qu'une expérience pro ailleurs, parce que c'était vraiment son projet. Oui, parce qu'en fait, ce que tu veux, en fin de compte, c'est que le candidat soit capable de parler de ce qu'il a fait. C'est ça. Pas tellement le résultat en tant que tel. En fait, le projet, bon, tant mieux s'il est bien, mais à la limite, c'est pas tellement l'objectif. Et même le code, il sera forcément un petit peu banque-ballant parce que c'est le manque d'expérience qui fait ça. Mais en revanche, il est capable de dire, bah voilà, j'ai fait ce choix technique parce que ceci, cela. J'ai fait ça comme ça, mais peut-être qu'on pourrait l'améliorer. Et je pense que c'est important. Et mentionner ses projets dans son CV, dans sa lettre, dans le petit message dont je vais parler avant, dans ce petit message-là. C'est toujours intéressant parce que ça, c'est le genre de lien que les recruteurs vont voir. Donc, peut-être pas aller au fin fond de votre CV, lire tout. Par contre, ils vont cliquer sur les liens. Alors, pour postuler une offre, il n'y a rien de mieux que consolider son CV, son réseau, pardon. Typiquement, LinkedIn, comme tu le disais, Claire, est très important aujourd'hui. Participer à des meet-ups comme celui-ci ou des conférences, que ce soit en ligne ou en vrai, en une personne, ça va être aussi super important parce que c'est aussi là que vous allez pouvoir parler d'autres gens, peut-être voir d'autres boîtes, comprendre un peu comment le marché fonctionne et réseauter finalement. Avant de postuler ou en postulant, n'oubliez pas de rechercher un petit peu ce que l'entreprise fait, justement pour personnaliser votre message. Voir un peu, déjà si ça vous plaît, hein, si ce que vend l'entreprise n'est pas néfaste, par exemple, ou contraire à votre morale, mais aussi essayer de personnaliser un peu votre message que vous envoyez. N'oubliez pas de tenir aussi une liste des offres auxquelles on postule. J'ai trop souvent des gens en entretien qui ne savent pas pour quelle offre ils sont là. Ou alors, ils mélangent un peu tout. Pensez au remote aussi. Pensez au remote dans le sens, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises américaines, européennes, hein, s'ouvrent au marché et on n'est plus lié uniquement aux offres qui sont dans notre région, dans notre ville. On peut candidater partout en France, mais aussi dans le monde. Alors, dans le monde, ça veut dire aussi parler anglais. En France, typiquement, il y a de plus d'entreprises dans la tech qui s'ouvrent au remote partout. Après, moi, j'ai une petite remarque sur le remote. J'ai l'impression que c'est compliqué pour les développeurs juniors. Peut-être que là aussi, je me trompe, parce que mon ressenti, pour en avoir discuté avec beaucoup d'entreprises, généralement, pour les développeurs juniors, c'est un peu spécifique parce que les entreprises préfèrent quand même les avoir à proximité. Ou... Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'embaucher des devs juniors sans votre remote Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est vraiment en full remote. Donc aujourd'hui, tout le monde est en remote. Typiquement, au bureau, on est 10.
dont moi qui ne sert pas à grand-chose. Donc, ça va pas être très intéressant d'avoir des gens qui sont au bureau. Au contraire, on va essayer de promouvoir le remote, on va essayer de pouvoir d'embaucher chacun et de trouver la façon d'onboarder des gens, quelle que soit leur position et leur géolocalisation. Ça pose effectivement des fois quelques challenges de comment tu t'onboardes. Et typiquement, quand on embauche n'importe qui d'ailleurs aujourd'hui, on les fait venir à Paris une semaine, quelques jours, si possible, ou une journée même, juste pour qu'on puisse se rencontrer, voir un peu ce qui se passe, et pour créer un peu ce lien. Au jour le jour, on va mettre en place d'autres mécanismes. On va avoir un buddy pour chaque new joiner, pour chaque nouveau, qui va pouvoir soit accompagner un junior ou pas d'ailleurs, dans sa progression, dans son onboarding au sein de l'entreprise. Mais je comprends, et j'ai déjà vu effectivement des offres, des offres juniors qui disaient pas de remote, alors qu'effectivement, une offre senior disait remote. Je pense que de plus en plus, le marché étant de plus en plus tendu pour les entreprises, chacun va devoir faire des concessions et les entreprises vont devoir embaucher en remote aussi pour des juniors. Je sais pas si y a des questions. Est-ce que je continue? Est-ce que faire des démarches administratives pour pouvoir embaucher un étranger peut être big issue pour un développeur junior en reconversion? Ça peut être un big issue, oui et non. S'il y a un visa, typiquement, oui. Un visa peut être compliqué. Si c'est dans l'Union européenne, typiquement, beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, les démarches administratives pour aller travailler typiquement en Irlande, en Allemagne, en Espagne et Portugal, pour un Français, quelqu'un qui a un passeport français, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Ça pose des questions, par contre, après, personnelles, l'installation en Europe ou dans autre pays. Donc là-dessus, moins. Aujourd'hui, avec le remote, typiquement, on a de moins en moins de relocation, de gens qui passent, qui aillent ailleurs, qui voyagent. Donc, on a fait ça là. On faisait beaucoup ça finalement il y a 4-5 ans, je pense. Aujourd'hui, avec le remote, on le fait de moins en moins. Ok. Préparer un entretien d'embauche. Je vais définir 2 cas différents. Préparer un entretien d'embauche avec un recruteur ou manager, et avant les entretiens techniques. Alors, tout d'abord, je vous encourage à stalker, à aller voir les profils LinkedIn des intervieweurs, des gens à qui vous avez parlé. Ils vont le faire pour vous, pourquoi vous ne le feriez pas pour eux aussi. Allez voir leur profil qu'ils ont fait, comprendre un peu dans quelle équipe ils travaillent, sur quoi. Bien évidemment, faire des recherches sur l'entreprise. Je pense que Glassdoor aujourd'hui est une mine d'informations géniale. Comprendre un peu quelles questions vont être posées, quel est le type d'entretien qui va être fait. Alors, vous avez aussi Welcome to the Jungle, Twitter, LinkedIn ou même le blog de l'entreprise. Bien trop souvent, je vois en entretien des gens qui n'ont pas testé le produit, qui n'ont jamais testé d'HLM, alors même qu'on leur a envoyé un code promo, comme je vous l'ai fait aujourd'hui. C'est super important de pouvoir tester ce que l'entreprise propose. Alors, si c'est possible, des fois où c'est plus compliqué. Si vous avez postulé chez Porsche, par exemple, c'est peut-être plus compliqué de leurs produits. Mais pour autant, si vous allez chez Doctolib, chez Alan, chez Swipe, vous avez moyen de voir ce qu'ils proposent. Ça permet aussi de préparer des questions. Il n'y a rien de pire qu'un entretien où le candidat n'a pas de questions pour les intervieweurs. Je vous conseille de préparer 5 à 10 questions techniques sur la business, sur l'humain, sur les process d'entreprise. Ça montre la motivation, ça montre que vous avez recherché et vous allez essayer de comprendre ce que l'entreprise fait. Préparez vos réponses aux questions les plus communes. Vous trouverez en ligne la liste des questions les plus communes d'entretien. Souvent, les entreprises utilisent celle d'Amazon, les 10 questions d'entretien d'Amazon, très connues. D'autres exemples, c'est après pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre l'entreprise, présentez-moi un challenge technique que vous avez eu, etc., etc. Donc, préparez en amont, écrivez-les, répétez-les. L'exercice d'entretien, c'est un exercice qui est très convenu, qui demande bien souvent plus de pratique que finalement un CV en béton. On peut
passer en entretien sans avoir un très bon CV, mais en ayant un très bon entretien. Ça, c'était pour l'entretien manager ou recruteur. Pour l'entretien technique, évidemment, là aussi, il va falloir s'entraîner. Il y a plein de plateformes en ligne, telles que LeetCode, Hacker News, HackerRank, qui permettent de s'entraîner. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle InterviewBit, que j'aime beaucoup, qui permet de faire de faux entretiens. Qui permet en fait de vous pairer avec quelqu'un qui fait aussi d'autres entretiens, qui va être votre intervieweur. Et donc, vous allez vous interviewer l'un à l'autre, après l'autre, sur des sujets techniques. Encore une fois, allez voir qui sont les intervieweurs sur LinkedIn. Allez voir sur Glassdoor pour trouver peut-être des indices concernant quels sont les tests techniques qu'on peut se passer. Quel type d'exercice, quel algorithme vous allez devoir implémenter. Entraînez-vous sur CoderPad, qui est souvent la plateforme qui est utilisée par toutes ces entreprises, et préparez vos questions. CoderPad, c'est quoi? C'est une sorte d'IDE en ligne? Ouais, c'est un IDE en ligne. C'est le screen que j'ai mis ici, qui permet en fait de partager l'écran de l'intervieweur et du candidat. Ah oui, ok. C'est toujours intéressant de s'entraîner un petit peu, de voir un peu comment l'outil fonctionne, pour pas être devant le jour venu, être devant l'outil sans comprendre ce qui se passe. Se préparer à un entretien, c'est surtout préparer sa présentation personnelle. Malheureusement, c'est dur à dire, mais un entretien se joue dans les 5 à 10 premières minutes. C'est quand vous allez vous présenter. Quand vous allez présenter votre parcours, vos projets, etc., etc. Mon conseil, c'est vraiment de préparer cette présentation en amont, de l'écrire en 2 formats au moins, 5 minutes et 2 minutes. 5 minutes parce que ce sera une présentation longue. On va vous dire, présentez-vous en 5 minutes. Présentation plus courte, en 2 minutes. Prévoir peut-être de la faire en français et en anglais. Ça dépend un peu de quel poste vous allez finalement rechercher. Et répétez-la. Répétez-la devant vos amis, votre famille, votre chat, devant n'importe qui. Mais vraiment essayez de faire que cette présentation elle soit fluide. Le but de cette présentation, c'est de donner une vision d'ensemble de ce que vous avez fait, de ce que vous faites, de ce que vous pouvez faire, et c'est de donner envie à l'intervieweur de poser d'autres questions, d'aller plus loin finalement. C'est un peu le pitch d'ascenseur d'une startup en 2 minutes, c'est pareil. N'hésitez pas à parler de vos expériences en dehors de la tech. Encore une fois, vos expériences avant une reconversion sont super intéressantes, sont super importantes parce que c'est aussi ce qui va démarquer, ce qui va vous montrer que vous pouvez avoir des compétences, je sais pas, en management, en design, en gestion du stress, en communication. J'ai par exemple dans mes équipes des gens qui ont été profs avant. Et typiquement, c'est des gens qui ont pu utiliser ces compétences en tant que professeur pour mettre en place des sessions de training et justement de faire des trainings sur du training. Comment faire un training, voilà. Donc, c'est des skills, des compétences qu'on va rechercher. Je m'arrête un petit peu ici. Je sais pas si c'est des questions. Il y avait une question concernant les envois de CV. Il peut être intéressant de relancer régulièrement des entreprises, même hors recrutement. Je pense que là, on parle plutôt des candidatures spontanées. Ouais. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, à part du temps, votre temps à vous. Pour autant, il y a beaucoup d'entreprises, en tech, qui, quand elles reçoivent un CV spontané, vont quand même l'étudier. Typiquement, à Dashin, c'est ce qu'on va faire. Il faut juste trouver la bonne personne à qui l'envoyer. Soit un recruteur sur LinkedIn. Là, encore une fois, le réseautage est important, intéressant. Si vous trouvez un recruteur sur LinkedIn pour l'entreprise de vos rêves, n'hésitez pas à leur envoyer un CV. Au pire, ils vont vous dire non gentiment et c'est un peu du temps perdu. Ça me fait penser, est-ce que tu conseilles, tu vois, pour une entreprise qu'on veut vraiment intégrer, parce que là, moi, j'ai compris que pour Dashin, vous avez une sorte de plateforme où on doit s'enregistrer pour pouvoir passer les premiers screenings. Est-ce que tu conseilles en parallèle, justement, de contourner un peu le chemin traditionnel du recrutement et de contacter directement les recruteurs en disant, oui, tout à fait. Alors,
le faire si c'est conseillé par l'entreprise. Typiquement, nous, à Dashlane, on va mettre un message en disant n'hésitez pas à contacter Arthur Thévenet pour lui poser plus de questions pour ce rôle-là. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire nous en tant qu'entreprise. Quand c'est moins clair de la part d'entreprise, c'est peut-être un peu plus dodgy, un peu plus compliqué de faire ça. Je ferai en sorte d'être certain que la personne est bien le bon recruteur pour les contacter directement. Oui, ouais, dans tous les cas, peut-être que la personne va te dire oui, il y a une plateforme, tu peux candidater ici. Je pense que tu vas revenir au point de départ, mais peut-être que tu montres que tu es voilà, au moins tu t'es renseigné, tu peux peut-être trouver un premier contact qui est intéressant, on peut pouvoir poser des questions. Justement, poser des questions dans ce premier contact, c'est très bien. Ça montre que vous êtes le candidat à rechercher. Pourquoi est-ce qu'il aimerait postuler à Dashlane, par exemple? On va passer rapidement sur. Alors, je crois qu'il nous reste plus que 2 minutes. Claire, est-ce qu'on a un hard stop à 19h? Est-ce que. Tu peux déborder un petit peu. Ça marche. Je vais déborder très rapidement alors. Juste pendant l'entretien, à gauche, vous avez la capture d'écran de ce qu'un intervieweur va voir. Ce qu'on appelle la scorecard, ce qu'il va remplir en même temps qu'il pose la question. Alors, là, je vous donne quelques pistes de questions que moi je pose typiquement à Dashlane. Est-ce que vous avez testé l'application? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, encore une fois, tester l'application, c'est super important. Tester le produit. Juste avant l'entretien, assurez-vous d'être confortable, vraiment calme. J'ai fait trop d'entretiens où les gens sont en voiture, dans un train, dans un parc. Ça met vraiment pas en valeur la conversation. Valider que Zoom, Google Meet, Teams, whatever, fonctionne sur votre ordinateur. Et ne pas arriver 5 minutes en retard, c'est toujours l'angoisse, ça vous met en stress. L'intervieweur se pose la question. C'est toujours préférable. Pendant l'entretien, il faut se mettre en valeur. Évitez les nous ou les on quand on parle d'un projet que vous avez mis en place, dans lequel vous avez contribué. Et plutôt essayer de dire je. Utilisez des exemples concrets que vous avez fait, des choses, des projets, des initiatives, etc. Être honnête et transparent, et ça veut dire aussi ne pas hésiter à dire qu'on ne sait pas. Plutôt, on est passé sur les skills, les compétences que des fois on attend pour un junior. Il ne faut pas hésiter à dire non, ça je ne sais pas faire. C'est pas grave. C'est mieux d'être honnête que de mentir sur une skill que l'intérieur va voir en plus. Et bien sûr, poser des questions. Poser des questions, c'est vraiment ce qui va permettre aussi de se démarquer, de montrer que vous avez compris ce qui se passe dans l'entreprise et de chercher à aller plus loin et montrer votre motivation. À la fin, l'intervieweur, c'est ce qu'il va remplir ça. Il va remplir ce scorecard-là. Donc des questions assez génériques pour tout le monde. Et là, il va chercher à comprendre quel est le niveau de communication, d'alignement avec les valeurs de l'entreprise. Est-ce que cette personne peut prendre des feedbacks? Est-ce qu'elle est transparente, etc. Donc, on va faire une liste, chaque liste un petit peu, pour chacun des compétences recherchées. Ce sera pareil pour les entretiens techniques, que ce soit les skills techniques, la compréhension d'un problème, la collaboration, la communication, la gestion du stress, etc. Tout ça, si on fait tout ça, c'est là se démarquer. Je vois le conseil, le message de Gérald qui dit comment est-ce qu'on se démarque. En fait, en faisant tout ça déjà, on se démarque. Parce que la plupart des candidats ne le font pas. La plupart des candidats ne préparent pas finalement leurs entretiens, n'ont pas préparé finalement de présentation. Ils vont arriver un petit peu avec leurs mots dans l'entretien. Oui, la fleur au fusil. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de répondre à Gérald. C'est oui, peut-être que ça a l'air d'être une trame ordinaire de comment on se présente un entretien, comment est-ce qu'on fait son CV, etc. Mais je pense que déjà, si on suit l'ensemble des conseils que tu as donnés un peu à la lettre, je pense que là, tu commences déjà à te démarquer parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne vont pas se comporter de cette manière-là et qui vont pas s'être entraînés sur des exercices d'algo, qui vont pas savoir, qui vont pas préparer des questions, qui vont pas bien savoir s'exprimer, etc. Et bah, pour moi, c'est comme ça que tu te démarques. Hein.
je fais référence à un commentaire qui est dans le chat plus haut, qui était de dire comment est-ce qu'on récupère un entretien, comment est-ce qu'on a un entretien. Et c'est sûrement la partie la plus difficile. Parce qu'en fait, celle d'avant, celle d'après, pardon, on peut s'entraîner. Effectivement, avoir un entretien, c'est ce qui est le plus compliqué. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler sur son profil, sur son réseautage, sur investir, sur comment est-ce qu'on se prête un blog, un GitHub, etc. Il y a Amy VK qui demande quels sont les pourcentages des soft skills par rapport aux hard skills. Ils sont quasiment plus importants pour moi, les soft skills, que les hard skills. Les hard skills, c'est quelque chose que tu peux apprendre, qu'on peut coacher, mentorer. Les soft skills sont un peu plus difficiles, plus compliqués, au fur et à mesure. Et oui, Steven, je pense que effectivement, le savoir-être est souvent plus important, surtout pour un junior, parce qu'en fait, on va chercher, je disais, on fait un pari. Donc un pari, on va chercher en fait de se dire, ok, cette personne-là, on peut l'avoir évolué, elle va grandir, elle a l'ambition, elle cherche, elle est curieuse, etc. Donc ça va être vraiment les soft skills, la curiosité, la communication, la collaboration. Les soft skills, c'est pas du hard. Et montrer finalement que on est ambitieux, qu'on est intéressé. Ça va passer par des projets, ça va passer par la question que vous avez posée, etc., etc. Je voyais juste un commentaire parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui se posent cette question-là, ou en tout cas qui sont un peu démoralisés de ne pas passer le screening des CV. Et c'est souvent un peu le problème aussi des profils reconvertis ou des autodidactes. Est-ce que toi, tu conseillerais, enfin moi c'est quelque chose qui me vient un peu en tête comme ça, mais est-ce que tu conseillerais un peu de faire table rase de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que bah voilà, en fait, tu as testé une stratégie, ça marche pas trop, bon bah tu refais complètement ton CV et jusqu'à tu adaptes une stratégie un peu différente parce que celle que tu avais mis en place jusqu'ici, elle n'a pas porté ses fruits. Ouais. Je pense pas que le CV soit un problème. Dans ces cas-là, je pense aussi que c'est souvent le manque d'expérience globale. Le manque d'un projet qui montre que la personne a appris des choses. Malheureusement, là, un des conseils que je donnerais, c'est de faire un stage. C'est de postuler pour des stages plutôt que postuler pour des CDI, CDI ou CDD. C'est malheureux à dire et c'est des fois pas la possibilité de chacun parce que on a besoin de manger. Mais ça peut permettre d'avoir une porte d'entrée qui est un peu plus facile. Euh, Sinon, mettre en avant son projet. Son projet, donc, je parlais du Uber, du Airbnb, de la machine à laver. C'est le projet que la personne a mis en avant. Et il a vraiment montré comme son projet de son étude, son projet personnel. Ça va permettre de montrer que employeur que ça marche. Faire du freelance peut marcher aussi, malheureusement, mais ça reste compliqué parce qu'il va falloir aussi trouver des clients. Voilà. Je vous parle rapidement de ce qui se passe après les entretiens. Quelle offre choisir, où aller, comment développer sa carrière, startup, GAFAM, Licorne, SS2I. Je n'ai pas de conseil à donner ici, c'est plutôt de savoir où est-ce qu'on veut, dans quel domaine on veut se développer, dans quel domaine on s'en sent bien. On parlera aussi de comment négocier son salaire. Il faut connaître ses valeurs. N'hésitez pas à poser des questions à vos connaissances. Posez des questions à votre réseau. Regardez ce qui se passe sur Glassdoor, encore une fois. C'est toujours utile de voir un peu les échelles de salaire. Connaissez votre valeur, n'hésitez pas à négocier. Il n'y a aucune boîte qui vous dira non, on annule l'offre pour laquelle vous avez fait si vous négociez. N'hésitez pas à négocier. Toujours dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais je pense que c'est toujours important de le dire. Je ne vais pas parler de carrière PAF, ça va un peu trop loin, et je m'arrête là. Voilà. Je ne sais pas si je vois qu'il y a pas mal de questions, de messages qui pop. Je suis dispo si vous voulez répondre. Pour répondre à ça. Alors, il y a Sébastien qui disait, est-ce que travailler en freelance... Voilà, pardon. Est-ce que travailler en freelance est nécessaire de travailler seul? Oui, je reformule, c'est est-ce que quand on travaille en freelance, on est censé travailler seul? Non, pas nécessairement.
Au contraire, je pense que travailler avec d'autres gens, avec des designers, avec d'autres devs permet justement de créer, d'apprendre mieux. Après, il faut trouver quelqu'un. Il faut trouver des gens avec qui travailler. Ouais, je pense que ça existe des plateformes qui mettent en relation plusieurs Ouais. freelances. Il y a Malte, je pense à Malte, qui permet justement de se mettre en relation avec des freelances. Je ne sais pas s'il permet de créer des équipes de freelance. Euh, mais Malte, à ma connaissance, ça marche plutôt pas trop mal. Il donne plutôt une bonne visibilité, justement, en tant que freelance dev quand on commence. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, enfin, parce que peut-être que effectivement, il y a des gens qui vont avoir des difficultés à trouver un stage aussi, ou dont c'est pas la priorité. Mais en fait, dans tout ça, on voit bien qu'il faut être capable de montrer son code, en fait, déjà. C'est comme tu dis, passer le screening des CV, ça passe aussi par être capable de montrer un projet, ce qu'on a fait, en fait. Ouais. Ouais. C'est super important de montrer que on a les bases, on comprend, on est intéressé. Malheureusement, aujourd'hui encore, le métier de dev est un métier d'e-passion. Donc, beaucoup de recruteurs pensent qu'il faut être passionné pour être développeur. Moi, je suis un peu contre cette idée-là. Je pense qu'on on peut être, ça peut être un métier alimentaire et ça doit l'être d'ailleurs. Mais pour autant, on va encore avoir cette barrière-là de dire il faut que la personne montre qu'elle est passionnée. Et la passion, souvent, ça passe par un projet, des projets. Ça. Ouais, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, avant qu'on libère tout le monde, parce qu'il est déjà 19h10. Alors, un endroit peut-être pour trouver plus facilement les boîtes qui privilégient le full remote. Oui, aujourd'hui, il y a Remote OK, remoteok.io, je crois. Sur C'est juste, LinkedIn vous aussi. pouvez l'écrire sur le chat, Ouais, Arthur, s'il te plaît. ouais je vérifie juste en même temps. Parce que remoteok.com, qui permet justement de trouver des offres. LinkedIn, malgré tout, tapez remote, full remote ou remote télétravail. Euh, et là-dessus, il y aura des offres. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de se quitter, tout le monde? Est-ce qu'il existe une formation pour être en freelance? Je ne crois pas. Je ne connais pas en tout cas. Mais sûrement des gens qui proposent des formations freelance, oui. Oui, après, ça dépend de ce que tu recherches. Soit c'est sur de l'administratif, soit c'est sur comment travailler en équipe quand on est freelance. Mais oui, je pense que ça doit exister. Une question de estimez-vous un salaire correct pour un développeur front-end React Junior, formation 1 an? Alors, si c'est en sortie de formation 1 an, c'est assez large. Ça va être ça va dépendre d'où aussi, entre un salaire parisien, un salaire plutôt clermontois, par exemple. On va être entre 30 et 45, 50. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être à 50, 55 même sur Paris. Voilà, en fourchette entre 30 000 euros l'année et 55. 30 000 étant fourchette basse. Euh, mais, euh, mais totalement, je vois que c'est top, je pense. Ouais, on en parlait aussi hier dans notre webinaire. Ouais. Effectivement, on avait un peu cette fourchette-là. En dessous de 30, pour moi, c'est quand même compliqué, quoi. En Enfin, 60, c'est compliqué. Ouais. sauf si ils sont vraiment passionnés par ce que fait l'entreprise et qu'il y a des possibilités d'augmentation rapidement. Mais je Ouais. trouve qu'en dessous de 30, quand même. Surtout quand on est reconverti et qu'on a plus de 20 ans, en dessous de 30, C'est compliqué. Ouais. Il faut payer son loyer et manger. ouais. Il y a Amel qui demande comment trouver un poste quand on a un mauvais niveau d'anglais. C'est bien le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué. De plus en plus, n'importe quelle boîte va demander un niveau d'anglais nécessaire. Alors, si c'est suffisant pour passer un entretien, ça va. Malheureusement, aujourd'hui, si c'est pas nécessaire, eh ben, il faut faire des stages d'anglais ou euh, regarder Netflix en anglais. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Regarder Netflix en anglais, ça a beaucoup aidé. Et puis après, partir à l'étranger. Malgré tout, c'est ce qui est le plus facile. Enfin, ce qui est le mieux, mais c'est pas donné à tout le monde. On n'a pas cette possibilité de pouvoir tout lâcher et partir. Donc,
Bah, surtout que cette histoire d'anglais, en fait, c'est pas le même anglais qui peut être demandé, tu vois, pour d'autres postes où tu vas devoir beaucoup parler, etc. Simplement, en fait, tu as la plupart des docs qui sont en anglais. Donc, je trouve que, si à un moment ça te bloque, en fait, ça va te bloquer techniquement, au-delà même de te bloquer juste pour parler à des collègues, etc. Ouais, c'est super important. Il y a quelqu'un qui dit aussi les meet-up. Et effectivement, j'y pensais pas. Il y a quelques meet-ups sur Paris, peut-être un petit peu moins ailleurs, en anglais, qui peuvent aider justement à améliorer son anglais. Il y a beaucoup d'échanges aussi, des échanges étudiants, trouver des gens qui parlent anglais chez vous va pouvoir vous aider justement à avoir une conversation technique ou pas technique, plus fluidifier un petit peu cette communication. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Alors, moi, j'ai deux questions. Et du coup, les entretiens, toi, chez Dashlane, tu les fais en anglais ou non, ou quand tu parles à. Ils sont Ok. tous en anglais, Ils sont tous en même anglais. pour les Français. Ouais. Ouais, Ok. pour Ça, pas, c'est un- Tu pardon? lui parles en anglais. Ouais, tout à fait. Pour pas avoir Ah, d'accord. de différence, pour pas avoir de favoritisme D'accord. et de biais. Ok. Parce qu'si tu parles français, tu vas avoir un certain biais, c'est évident. Bah, Euh, normal, tu vas faire des blagues en français, quoi. ouais, tout à fait. Donc, non, on va rester sur l'anglais. Ça permet aussi de tester l'anglais de chacun. Aujourd'hui, à Dashlane, on travaille tous en anglais. On a la moitié de nos équipes qui est à New York. Donc, on ne pourra pas y passer. Ok. Bon, si j'ai bien compris, on peut peut-être autoriser quelques mots en franglais qui sont peut-être tolérés. Oui, tout à fait. Non, je rigole. Et alors, autre chose dont tu avais parlé au tout début, moi, que je trouve très, Ouais. très intéressant, c'est le mentorat. En fait, je suis convaincue que ça peut vraiment accélérer la courbe d'apprentissage des devs. Ouais. Mais comment tu trouves un mentor? Par chance, non, euh, c'est compliqué. J'ai eu la chance, personnellement, de trouver quelqu'un, de devenir ami avec quelqu'un qui était très très bon dev, qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a finalement tiré vers le haut. Euh, je pense qu'aujourd'hui en ligne, enfin, on peut trouver des gens en meet-up, typiquement, en conférence, essayer de trouver des gens en proche de soi qui peuvent nous aider, ou sur Modula, par exemple, effectivement, sur LinkedIn, sur son réseau. Euh, Parmi ses connaissances, les gens avec qui on travaille ou à l'école, des profs. Voilà, il n'y a pas de réponse toute Ouais, non, simple et mais toute faite. je pense qu'il faut frapper à toutes les portes, Ouais. enfin, sans être trop relou dans sa démarche. Hein, mais moi, c'est vrai que chez Modulo, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, de pouvoir mettre des devs plus seniors avec des devs juniors. Ça pourrait être super. Après, c'est toujours une problématique de temps disponible. Sous forme de bénévolat, généralement. Donc voilà, c'est pas facile à trouver, quoi. Non, c'est pas simple. Je sais qu'il y a aussi des plateformes américaines qui proposent de le faire avec des ingénieurs américains. Euh, Tu penses je à Plateau ou pas? je n'ai plus du Non. tout le nom, mais je peux retrouver ça. C'est Je je trouve l'avais que pas. le plateau aussi, ça marche un peu comme ça. Je Ouais. crois qu'il y a des plateformes qui existent, mais je sais pas si ça marche très bien. Et il y a quelqu'un qui dit les devs seniors sont pas super dispo pour aider des juniors. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, ça dépend. Si peut-être dans la technique, si c'est pour faire des code reviews, tout ça, peut-être, mais c'est normal parce que c'est du temps qu'il faut allouer. Mhm. Mais moi, je trouve que la communauté dev, généralement, et ça, c'est un truc dont on n'a pas trop parlé, mais intégrer des communautés dev, je trouve que c'est aussi hyper important. Moi, je trouve que les devs sont hyper enclins à aider. Ouais. Ouais, je pense aussi. Et typiquement, les communautés Meetup, les communautés de dev sur Reddit peuvent être très aidantes et accompagnantes Ouais. au fur et à mesure justement pour trouver des mentors, pour trouver des offres de stage. Je sais que typiquement à Clermont-Ferrand, il y a une communauté de dev assez forte dans laquelle les gens s'échangent des CV, des offres de stage, d'emploi, et qui permet justement de construire un peu ce réseau-là. Et j'encourage chacun à y participer. Ouais, ça, c'est une super idée d'ailleurs que tu donnes là, de faire partie des communautés dans des plus petites villes. Mm. Souvent, je trouve que c'est une super idée, même à Rouen, j'ai vu qu'il y avait des choses, c'est Coda Ancienne ou des choses comme ça. Ouais. Je pense que comme c'est des plus petits réseaux, je pense que ça peut être hyper intéressant de les intégrer aussi pour les devs juniors. Le nom de
de ce dont je parlais s'appelle Clermont Tech, Clermont. Si, Clermont, si quelqu'un est en Auvergne, voilà, je le poste ici, c'est des amis à moi. Et vraiment, moi, ça m'a aidé au début de ma carrière à comprendre ce que d'autres faisaient, à justement trouver des gens à qui il faut y parler et à faire un petit peu de réseau. Ok, bon, alors il est déjà 19h17, donc on va libérer tout le monde. Mille merci Arthur pour toutes ces informations. Honnêtement, je pense qu'on n'était jamais allé aussi loin dans l'intérieur d'un process d'une entreprise, donc je trouve que c'est vraiment très très cool d'avoir ce point de vue. Ça t'a donné beaucoup de billes pour que les devs puissent s'entraîner. Donc encore un grand merci d'être venu nous parler ce soir. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup Claire, merci à tous pour vos questions. C'était super intéressant. C'est une bonne réflexion aussi à avoir, comprendre un peu ce que les devs juniors aussi peuvent avoir comme frustration et comme challenge aujourd'hui. Ouais, n'hésitez pas à utiliser le code promo d'Arthur, je le remettrai au sein du réseau et postuler aussi chez Dashlane. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à Au tous. revoir.